Les matins de RSI, l'actualité des arts et de la culture, c'est la deuxième heure avec notre première invitée, Ilo Guiabert, éditrice numérique des diasporas noires. Ilo Guiabert, activiste du panafricanisme. Avec elle, nous allons parler carrément du continent et de sa diaspora ou de ses diasporas. Je crois qu'il y a des diasporas. On va voir. Ilo Guiabert, bonjour. Bonjour Alioune. C'est un plaisir de vous recevoir en toute honnêteté. On a tenu à vous avoir dans ce studio. Heureusement, ça y est, c'est fait. Avec l'appui de Jules Arsène Thiedji du journal quotidien que nous remercions. Ilo, éditrice numérique des diasporas noires. Il y a beaucoup de diasporas noires. Exactement. En tout cas, je suis très heureuse d'être ici aussi. Et vous êtes un grand homme de culture et bravo pour votre émission. Merci. Pour la culture, il n'y en a pas tant que ça ici au Sénégal. Merci Ilo. Et donc, pour les diasporas, effectivement, ma maison d'édition s'appelle Diaspora Noire au pluriel. Ouais. Parce que j'estime qu'il y a plusieurs couches de diaspora en fait. Il y a la diaspora d'il y a plusieurs siècles. Des gens qui ont été pris dans le piège de l'esclavage et qui sont partis du continent contre leur gré. Et il y a la diaspora économique, la diaspora plus récente. Des gens qui sont partis chercher une vie meilleure en Europe ou autre. Donc ça fait plusieurs diasporas. Je préfère ne pas dire la diaspora tout court parce que ça englobe tout ça. Et donc pour moi, tous les afrodescendants qui sont dans le monde sont les diasporas de l'Afrique et en fait appartiennent à l'Afrique. D'accord. Mais pourquoi ne pas avoir donner à cette appellation une dimension fédératrice pour dire la diaspora, pour englober tout le monde? En tout cas, moi, j'ai pris ce choix. Mais bon, on peut aussi dire la diaspora. Mais en fait, dans mes conférences que je donne sur l'Afrique unie, je fais bien le distinguo entre ces plusieurs diasporas et je dis qu'il faut qu'on réunisse tout le monde. En fait, le distinguo, c'est pas pour ne pas les inclure. Au contraire, c'est le distinguo pour bien dire que l'ancienne diaspora fait partie aussi de l'Afrique. Donc là, par exemple, je suis dans un comité d'initiative pour organiser un grand congrès panafricain fédéraliste. Et on parle, nous, dans ce comité, des États africains unis. Et les États africains unis, justement, on ne dit pas les États d'Afrique unis. On dit les États africains unis. La différence? Pour nous, ça veut dire que, par exemple, la Martinique est un État africain. D'accord. Parce que composé d'Africains. Donc, on n'aura plus à dire l'Afrique et sa diaspora. Ce sera africain unis, voilà, les États africains unis. Alors, ça peut être Haïti, par exemple, est un État africain, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc, nous, on estime ça. Et voilà. État africain uni avec l'implication des Antilles ou des Caraïbes, mais qui ne sont pas encore indépendants. Oui, bien sûr, mais même s'ils ne sont pas indépendants, c'est pas grave. On peut très bien les inclure dans une réflexion, dans une vie culturelle, dans les échanges avec l'Afrique. Ça n'empêche pas. Par exemple, l'île de la Réunion, etc. On peut avoir vraiment des liens étroits avec ces États-là. Mais on va le faire, ces discussions, ces débats avec des Français, dans ce cas, par exemple. Si on parle des territoires, des dom-toms, comme on les appelait. On va le faire avec des Français, ce ne sera pas facile. Non, moi je pense que de toute façon, les États africains, comme la Réunion, qui sont en fait en majorité africaine quand même, la composition, peuvent très bien avoir des relations et des échanges avec l'Afrique sans pour autant que les Français soient impliqués. C'est pas forcément... on n'est pas en train de parler d'État indépendant forcément. On dit que l'Afrique réunit ses enfants et en fait, je veux dire que les liens peuvent être définis de différentes manières. C'est pas forcément des liens onusiens
Les accords cadres, etc. Voilà, c'est vraiment, on veut avoir des liens avec tout le monde, tous les afro-descendants du monde. Voilà. Souvent, c'est les populations qui prennent ces initiatives. L'État ou les États restent incontournables. C'est difficile de contourner les États qui ne prêtent pas une oreille attentive à vos activités, malheureusement. C'est clair. Mais bon, il faut pas que ça nous empêche d'avancer. Les États, enfin, moi, je suis vraiment très virulente contre les États africains depuis 50 ans. On a bien vu, même l'OUA, l'UA après, etc. Tous ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup avancé dans l'unité africaine, vraiment, en réalité. Tous ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup avancé dans la souveraineté de l'Afrique. Il faut dire ce qui est. Donc, mais il n'y a plus d'États. Tous les États sont libérés quand même. Oui, d'accord. La décolonisation est une réussite quand même de l'Union africaine ou de l'OUA. Si on veut appeler ça comme ça, moi j'estime qu'on n'est pas si indépendant que ça. Hein. D'accord, oui, économiquement, que ce soit tout le monde est d'accord. Que ce soit économiquement ou que ce soit dans plein de domaines, on n'est pas indépendant tant que ça. Hein. Oui, bien sûr. Donc bon, on va pas sur la forme comme on dit. Les gens. Mais bon, quand au Sénégal, économiquement, la part la plus belle quand même, c'est les entreprises étrangères. Qui sont vraiment chez eux, qui avec une sorte d'arrogance, etc. Voilà. Donc après, au niveau culturel, on est un peu indépendant, mais bon, on a quand même des instituts culturels étrangers qui sont chez nous depuis et qui donnent le là. Et la culture est financée par le guichet occidental. Ben voilà, donc je suis désolée, mais bon, l'indépendance, ça commence par la culture. Les arts. Parce que je trouve que si on nous dit qui on est, si quelqu'un d'autre nous dit qui on n'est pas indépendant. Non. Et nous, on devrait nous-mêmes donner le là, dire nous-mêmes qui on est au niveau culturel, par exemple. Donc que ce soit le Goethe Institut ou l'Institut français, culturel français, etc. Moi, j'ai rien contre. Mais quand même, c'est eux qui ont les moyens ici. C'est eux qui produisent des gens. Et donc, ils produisent des gens qui leur plaisent. Forcément. Et donc, ça veut dire qu'ils définissent quand même un peu notre culture. Ils définissent qui on doit voir ou pas aussi. Donc, il y a un problème là-dessus. Alors moi, j'avais créé un centre culturel, enfin un espace culturel qui s'appelait le Nubiart. Et au bout d'un an, j'ai fermé. C'était où? C'était à la zone A. Et c'était un restaurant africain, gastronomique africain, avec une salle de conférence, une boutique et une galerie permanente d'exposition. Le soir, on faisait du slam ou on faisait des after-work. Moi-même, j'animais des ateliers de culture, des ateliers d'écriture. Il y avait les livres de diaspora noire, etc. Donc, c'était un espace culturel assez vivant. Le seul problème, c'est que voilà, on a toujours le même problème de manque de moyens. Malheureusement. Pas subventionné par l'État. Eh ben en fait, subventionné peut-être, il y en a qui le sont peut-être, mais bon, c'est peut-être pas suffisant. Ou en tout cas, on prête pas une oreille attentive à nos besoins. Donc les étrangers, eux, ils sont là. Ils ont leur centre culturel. Quand quelqu'un veut présenter un livre, eh ben, il va au Goethe Institut ou je ne sais pas où, etc. Et donc, moi, en fait, au bout d'un an, j'ai dû fermer malheureusement parce que les charges sont trop lourdes. J'étais toute seule et je finançais avec mes propres fonds à moi. C'est ce que j'ai fait aussi pour ma maison d'édition. Donc, je me ruine à chaque fois pour mes idées d'indépendance. Et c'est quand même terrible. D'avoir ce constat que les étrangers, eux, ils financent. En fait, les instituts sont financés par l'État français ou l'État allemand
Nous, on est chez nous et on n'a pas de financement pour faire des choses valables. D'accord. Alors, mais ça peut être pour vous peut-être une source de motivation supplémentaire, ces difficultés. On est tellement motivés depuis, moi je me bagarre tout le temps. C'est vrai que parfois c'est fatigant aussi qu'il y a un moment où on aimerait bien qu'on soit aidé. C'est humain. Et par exemple, là, moi quand j'ai fermé le Nubia, j'avais envie de le mettre au monument de la Renaissance. Je suis allée voir mon ami Racine Senghor, qui est très sensible à ça, etc. Mais il y a un petit problème administratif ou je ne sais pas quoi. C'est carrément l'État, hein? Ça ne sera pas facile. C'est toujours l'État, donc il y a un problème. Est-ce que les textes au niveau du monument acceptent ce partenariat public-privé? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc pour l'instant, ça n'est pas. Mais je baisse pas les bras. Bien sûr. Et voilà. En tout cas, on sent à travers votre récente sortie avec d'autres membres peut-être en vue du Congrès panafricain pour une Afrique fédérale que la presse culturelle sénégalaise vous a soutenu, on le sent. Oui, voilà, c'est-à-dire que moi je remercie vraiment la presse parce que je fais beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de casquettes et à chaque fois la presse répond présent. Oui, tout à fait, on l'a remarqué. C'est vrai que la presse répond présent, par exemple, pour mes activités de panafricaniste. Elle répond présent pour mon collectif Stop à la mendicité des enfants. À chaque fois que je fais des manifestations, etc. Et elle répond présent quand je parle de diaspora noire, d'ateliers d'écriture ou autre. J'avais fait aussi une rentrée littéraire en 2012 avec un défilé de mode albinos parce que je soutiens les albinos, etc. Enfin, j'ai beaucoup d'activités. Je suis une activiste, quoi. Voilà. D'accord. Hilo Guiabert, nous sommes avec Hilo Guiabert, éditrice numérique des Diaspora Noires. Hilo, vous avez fait allusion tout à l'heure dans vos propos de Haïti. Récemment, François Hollande a annoncé la suppression de la dette de l'indépendance, puisque Haïti paye son indépendance jusqu'au moment où nous parlons. Vous croyez que ce sera effectif? Vous croyez à l'État français? Je ne crois pas à l'État français. Je ne crois pas en général aux États actuellement, en tout cas, de la composition des États et des hommes politiques en général. Ils ont quand même beaucoup de problèmes d'effet d'annonce. On annonce des choses tout le temps. Chaque fois qu'on va dans un pays ou qu'on va dans une conférence, on annonce des choses qui concernent ce sujet et après on oublie. Et ça, voilà, la presse aussi doit faire son travail et pour relancer, les embêter là-dessus. Mais en fait, moi, je trouve scandaleux. Et comme tout le monde, qu'on parle de dette de Haïti. Je trouve ça vraiment, je sais pas, c'est même obscène, quoi. C'est même carrément obscène, quoi. Franchement, comment est-ce qu'on peut parler de dette pour Haïti? Dette d'indépendance. Pour avoir ton indépendance, tu payes. Jusqu'en 2015, tu continues à payer ton indépendance à la caisse de consignation française. Donc, ça veut dire que l'esclavage continue. Ça veut comme dire qu'en fait, on a racheté, on rachète sa liberté, c'est ça. Donc, on considère que Haïti est un esclave qui doit racheter sa liberté. Mais c'est incroyable, ça. Jusque-là, c'est pas effectif. Haïti n'est pas libre. C'est pourquoi des gens étaient tellement... Mais c'est scandaleux. Scandalisés. Quand la France aidait Haïti lors du tremblement de terre. D'aucuns disaient que c'est de l'hypocrisie et rien d'autre. Mais c'est de l'hypocrisie. De toute façon, nous, les Africains du monde entier, on n'a aucune dette de rien du tout. C'est les Européens, c'est les Occidentaux qui nous doivent le sang, qui nous doivent de l'argent, qui nous doivent tout ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est nous, avec notre argent, avec notre sang, avec notre sueur, qui l'ont construit. Donc, franchement, parler de dette pour les pays africains, c'est scandaleux. C'est scandaleux, vraiment. Et je pense que si on avait des États forts, avec des personnalités fortes qui sont vraiment là pour la souveraineté de l'Afrique, on n'entendrait plus ce genre de discours. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. L'afropolitanisme de Achille Bembe, comment vous l'interprétez? Écoutez, je ne suis pas pour l'avenir du continent, ça reflète l'espoir
Alors moi, je suis très afro-optimiste. C'est-à-dire que c'est vraiment comme une religion que j'ai. Depuis 2011, je sillonne les réseaux sociaux, je sillonne les journaux, etc. pour dire l'Afrique est magnifique, l'Afrique a des ressources, l'Afrique a une jeunesse incroyable, bouillonnante, créative, etc. Et l'Afrique s'en sortira et on est en train de faire une renaissance africaine, qu'on le veuille ou non, qu'on le voie ou non. Parce que moi je le vois, je le vois parce que j'ai créé la revue des bonnes nouvelles d'Afrique. Et quand j'ai créé... Un hebdo mensuel. En fait, c'est une revue sur Internet, donc c'est en permanence sur le site de Diaspora Noire. Et en fait, quand j'ai créé cette revue, je me suis dit à un moment donné quand même, vraiment, tu es folle. Pourquoi tu crées une revue de bonnes nouvelles d'Afrique? Où est-ce que tu vas aller prendre tes bonnes nouvelles? J'ai pensé ça à un moment donné. Et en fait, une fois que j'ai pensé ça, je me suis quand même attelée à chercher ces bonnes nouvelles et je les ai trouvées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on laisse tomber les grands médias occidentaux, qu'on creuse un peu, on trouve les bonnes nouvelles en Afrique. Il y en a plein. Et franchement, là, je ne les mets même pas. J'en ai plein à mettre sur mon site. Donc, je suis très, très afro-optimiste. Et donc, je rejoins Achille Bembe. D'accord. Ilo Guiabert, aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de l'esclavage. Ça me permet de revenir sur le Sénégal qui a voté une loi en 2010 pour faire de l'esclavage un crime contre l'humanité. Jusque-là, le Sénégal n'est pas suivi par les autres pays africains. L'importance pour vous de cette loi, ou bien c'est des détails? C'est certainement pas des détails. En tout cas, tout ce qui concerne l'esclavage ne peut pas être un détail, c'est sûr. Mais bon, moi, vraiment... je suis déçue en général par les lois qui ne sont pas appliquées, par les effets d'annonce, etc. Donc par exemple, pour parler d'une loi qui n'est pas appliquée, c'est un sérieux problème. C'est la loi pour la loi a été votée en 2010, le 20 mars, et avait fixé le 27 avril pour une célébration, une commémoration annuelle, mais ce n'est qu'en 2015 que ça a été effectif pour la première fois. Donc 5 ans après le vote de la loi, alors, le Sénégal n'a commémoré qu'en 2015. Voilà. Alors c'est dommage et moi je pense vraiment que les députés qui votent les lois devraient être plus vigilants pour l'application des lois qu'ils votent. Parce que quand même, c'est la République, c'est vraiment leur travail, ils se réunissent, ils votent des lois et malheureusement quand c'est pas respecté, c'est un peu leur crédibilité ou leur mission qui est à mal. Je parle d'une autre loi qui est la loi contre la mendicité, en tout cas des enfants. Moi les adultes je m'en occupe pas, mais la mendicité des enfants elle est interdite normalement au Sénégal. Il y a une loi qui l'interdit et c'est pas appliqué. Donc ça c'est un gros problème. Ok. Alors, revenons maintenant aux éditions Diaspora Noire, Ilo Guiabert. Parlez-nous de votre catalogue numérique. Alors, en fait, j'ai édité presque une vingtaine de livres depuis que j'ai commencé en 2011. Entre 2011 et 2013, on va dire fin 2012, j'ai édité presque 20 livres. Ensuite, j'ai eu vraiment une pause un peu dans l'édition parce que il faut gagner sa vie, etc. On se ruine pour ces genres d'activités. Et donc là, je reprends à fond et je vais sortir beaucoup de livres d'ici décembre. Donc, les auteurs, parle-nous des auteurs, c'est des Africains? Alors c'est des Africains qui représentent les diasporas comme je vous ai dit tout à l'heure, les afrodescendants en fait. Bon, le Sénégal est plus représenté que les autres pays bien sûr puisque je suis sénégalaise. Au Sénégal, il y a qui? Alors au Sénégal, en fait, c'est souvent moi des jeunes que j'essaye de mettre
en exergue. C'est votre politique. Voilà, c'est ma politique. J'ai édité des jeunes de 25 ans, des moins jeunes, etc. Mais il y a quelqu'un comme Léopold Ndiaye que j'aime beaucoup, qui est un grand écrivain à mes yeux, qui n'est pas encore connu, etc., qui est très prolixe, qui a écrit un livre, par exemple, de philosophie qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ». J'ai tellement aimé ce livre que je l'ai préfacé. Il y a quelqu'un comme Tchernognan, c'est un jeune, il a même fait des émissions radio et autres, qui a écrit un livre qui s'appelle Lumière de la Renaissance, etc. Bon, moi-même, je me suis édité sur un livre qui s'appelle Dior, le bonheur volontaire. Par exemple, Jamil Sis, qui est aussi un slammer, il est édité aussi actuellement chez moi. Quelqu'un qui s'appelle Maury Verbivore, qui a même été reçu par Sadakan à son émission, et son livre a été vraiment plébiscité. C'est un jeune aussi. Et avec vraiment, moi j'aime, en fait, j'ai fait cette maison d'édition pour éditer aussi les jeunes et essayer de leur... En fait, je suis très conditionnée en général dans mes actes par la jeunesse, parce que je les soutiens. Et je me dis que ils valent la peine vraiment d'être soutenus pour une renaissance africaine. Parce que nous, on a fait notre temps. Et la jeunesse, il faut les pousser vraiment. Et donc... Hilo Guiabert, est-ce que vous vous limitez à l'édition numérique? Pas de format papier, pas de copie dure? Si, bien sûr. En fait, certains de nos livres sont dans toutes les librairies de Dakar. D'accord. Le seul truc, c'est que c'est pas facile à financer, ça. C'est l'impression papier qui coûte cher. Et donc, je disais dans l'interview du quotidien que là aussi, moi, j'ai un problème de subvention. C'est-à-dire que quand je demande à la direction du livre de me subventionner, ils me ressortent les conditions qui sont les conditions qu'ils demandent aux éditeurs classiques. Ça n'intègre pas l'arrivée du numérique. Voilà, ça n'intègre pas. Donc, il y avait un ministre qui était très, très intéressé par l'édition numérique, qui était Aziz Mbaye. Et lui, il m'avait appelé. Il m'avait demandé de venir le voir, en me disant, voilà, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'édition numérique, j'aimerais que vous me fassiez un projet pour qu'on édite beaucoup plus de livres, etc. Mais bon, entre-temps, il est parti. Il y a eu changement. Voilà. En tout cas, Hilo Guiabert, il y a un combat que mène le secteur des livres et de la lecture depuis du temps des socialistes. C'est la loi sur le livre. Je crois que ce serait important de vous approcher justement de ces gens pour que cette loi... À la direction du livre? La direction du livre, pas forcément la direction du livre. C'est tous les corps de métier qui tournent autour du livre. Donc, il va falloir, comme c'est un combat qui date de l'époque des socialistes, il va falloir intégrer maintenant dans le texte le numérique. C'est clair. Oui, forcément. Parce que ça, franchement, même si ça doit demander une réécriture de ce texte. Parce que moi, le numérique, j'y crois beaucoup. Et je pense que ça peut libérer la culture africaine. Parce qu'aujourd'hui, au niveau d'Internet, toutes les nations, tous les continents ont un grand contenu sur Internet. Et moi-même, je vais animer une conférence qui s'appelle l'Afrique numérique et nos bibliothèques ne brûleront plus parce que je prône le fait que les Africains montent dans le train du numérique parce que justement c'est la mémoire mondiale maintenant en fait, Internet. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut visiter le Louvre, on n'a plus besoin d'y aller. On se met sur Internet, on rentre dans le musée et on le visite virtuellement. D'accord. C'est pour quand cette conférence, excuse-moi? Cette conférence, c'est pour quelle date? Écoutez, là, je suis en train de regarder pour les dates. Je suis en train de voir ça avec un de mes amis qui est à l'association Legs Africa. On va essayer même carrément
d'organiser une conférence par mois sur l'Afrique. D'accord. Voilà, donc je pense que je vais demander l'autorisation à la place du souvenir, en dessous de la librairie Athéna. Ouais. D'essayer de faire là-bas une conférence tous les mois, et puis ou sinon au monument de la Renaissance. Et d'ailleurs, je voudrais annoncer un événement que j'organise bientôt au monument de la Renaissance. En fait, j'ai déjà organisé une fois un Tannenberg au monument de la Renaissance, juste en dessous de la statue, avec des flambeaux, avec en fait, c'est un cocktail, on va dire, avec comment elle s'appelle, Ndaïsek, qui est un tambour-major féminin. Et cet événement, c'est pour les femmes. En fait. Et c'est pour honorer les femmes. Donc, on va appeler ça les géantes invisibles. Les géantes invisibles. Et une fois par mois, au monument de la Renaissance, il y aura donc cette configuration, tambour-major, les flambeaux, la bouffe de la rue africaine, des bibis, des brochettes Aoussa, etc. Et on en profitera chaque mois d'honorer 3 femmes qu'on trouve que vraiment elles font un boulot magnifique et qu'elles ne sont pas connues spécialement, ou bien même si elles sont connues. On appelle ça donc les géantes invisibles. Et la première édition sera le vendredi 31 juillet. D'accord, c'est pour bientôt. C'est tous les 3 mois. C'est tous les mois. C'est tous les mois, donc tous les derniers vendredis du mois. Donc, je voulais annoncer ça. C'est important. Voilà, on va suivre. C'est important. Voilà, j'espère que vous viendrez. Alors, on a reçu, Ngaïdo Ba nous a envoyé un message. Malheureusement, Ngaïdo, encore, votre deuxième numéro vous fait toujours des tours. Le message est arrivé vide. Donc, sans contenu, Ngaïdo, s'il est à l'écoute, il peut renvoyer ce message. Mais on a le sang, la sueur, les matières premières, et j'en rajoute le temps. L'Occident doit beaucoup aux États africains. Nous saluons votre invité et partageons son idée. C'est un auditeur qui envoie ce message. Il nous écoute du côté de Kolda. Il s'appelle Moudou Makintop. Il est à des centaines de kilomètres d'ici. Mais il approuve votre discours. Cheikh Ngaïdo Ba a envoyé un message, mais malheureusement, sans contenu. Souvent, son deuxième portable lui fait ce genre de tour. Peut-être que Ngaïdo va réagir. Ces messages sont toujours importants. Il y a toujours une dimension panafricaine dans les messages de Cheikh Ngaïdo Ba, président des cinéastes sénégalais associés et membre du Conseil économique social. Il a envoyé un message, mais malheureusement sans contenu. Alors, nous parlons toujours du continent. Ilo Guiabert, toujours pour valoriser nos cultures, toujours dans le cadre d'échanges avec d'autres cultures, on s'ancre dans nos racines, ce qu'on nous demande souvent. Je crois que c'est ce qui explique la mise en valeur des écritures Madombe dans un pays comme le Congo, des écritures typiquement africaines. Oui, alors quand Sarkozy avait dit que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, ça m'avait vraiment mis dans tous mes états, parce que si on est un tout petit peu érudit, ou si on est un petit peu comment dirais-je, qu'on connaît un peu les thèses de Cheikh Anta Diop, et qui est maintenant, en fait, ces thèses sont maintenant reconnues dans le monde entier. Je veux dire, même les Occidentaux purs et durs ne peuvent plus contester ces thèses. On sait que l'Afrique a inventé l'écriture carrément. Elle a inventé l'écriture, et j'avais vu un article il n'y a pas très longtemps sur Internet qui parlait même de 8 formes d'écriture qui viennent toutes de l'Afrique. De l'Afrique, d'accord. Exactement. Donc, moi, j'ai effectivement, quand j'ai découvert cette écriture Madombe, vraiment, bon, ça m'a confirmé, voilà. Et actuellement, il y a même des fouilles qui se font au Congo, où on découvre carrément des, comment dirais-je, des statues égyptiennes là-bas, quoi. C'est-à-dire que maintenant,
l'origine de l'Égypte négro-africaine ne peut plus être contestée par personne. Et en plus, on trouve dans certains pays reculés d'Afrique centrale, on trouve des liens avec cette Égypte-là déjà. D'accord. Donc cette écriture, vraiment, c'est une très bonne chose. Et il faudrait que... De toute façon, moi, je suis pour qu'on essaye de revaloriser nos langues africaines. Et d'ailleurs, je viens juste d'ouvrir une collection de diaspora noire qui s'appelle Wartan. D'accord. C'est une collection où on publiera que des publications en langue africaine. Et donc ça vient juste d'arriver. Macky Sall avait promis depuis décembre 2013 un soutien considérable pour les éditions dans nos langues nationales, mais on est toujours en attente quand même, c'est pas encore effectif. Eh ben, comme je vous avais dit tout à l'heure, promesse, effet d'annonce. Le message de Ngaïdo est arrivé. Tout comme la loi sur l'industrie cinématographique. En fait, Ngaïdo réagit par rapport à la loi sur le livre. Tout comme la loi sur l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le projet de loi sur l'industrie du livre a aussi prévu le numérique. C'est une force d'anticipation des acteurs et entrepreneurs culturels. Là, Ngaïdo vient de nous dire que notre inquiétude n'a pas sa raison d'être. Tout est prévu, le numérique est dedans. Donc c'est bon, c'est important. Il faudrait savoir si c'est dedans pour être dedans, ou si vraiment on a pris en compte les spécificités du numérique par rapport à l'édition classique. Parce que moi, je vous raconte, quand je suis arrivée, je suis allée à la direction du livre et là, je leur ai demandé qu'est-ce que je fais si je veux être subventionné pour un truc. On m'a sorti donc une liste de choses à faire, d'obligations, qui était, par exemple, vous allez donner 50 exemplaires à l'auteur, 50 exemplaires au ministère, 50 machins, etc. Et tout ça, ça me fait des obligations d'impression qui, justement, n'ont pas à avoir lieu avec le numérique, qui donc devient une édition pas chère si on se limite au numérique dans un premier temps. Et après, effectivement, moi, quand on est sur mon site, qu'on veut commander un livre papier, on le commande. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, il y a des imprimeurs, et c'est dommage que ça ne soit pas encore ici au Sénégal ou en Afrique, mais il y a des imprimeurs qui impriment un livre à la demande. Ah ouais. Un seul. Et ça coûte 10 ça fait euros. l'affaire des éditeurs. Oui, ça coûte 10 euros. Donc, c'est pas cher. C'est-à-dire que quelqu'un vient sur le site de Diaspora Noire, commande le livre Dior, par exemple. Moi, j'envoie à l'imprimeur son adresse. Et en fait, l'imprimeur imprime un livre, le met sous cellophane et envoie à cette adresse. Donc, il n'y a pas d'invendu, il n'y a pas de stock. Voilà. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Alors, c'est pour ça que je serais très curieuse de savoir dans quelle mesure cette loi intègre vraiment le numérique, parce qu'il y a des spécificités du numérique. Et si c'est pour dire que le numérique est dedans et demander aux éditeurs numériques de produire une centaine de livres pour obtenir une subvention qui souvent est très très peu par rapport aux dépenses que l'éditeur fait, c'est-à-dire moi j'ai des éditeurs classiques que je connais qui en fait renoncent même à la subvention parce que les obligations qu'impose la subvention reviennent cher et que la subvention ne couvre pas ces obligations-là. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc voilà. Hilo Guiabert, en tout cas, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Éditrice numérique des Diaspora Noires. On se donne rendez-vous le vendredi 31, c'est bien ça? Le vendredi 31 au Monument de la Renaissance. Voilà. Pour les géantes invisibles. Pour les géantes invisibles. Les arts populaires au service de la dame ou des dames. Exactement. On va mettre la dame à l'honneur. Et je vous remercie. Je remercie vos auditeurs qui ont... qui se sont intervenus et vraiment merci beaucoup à vous de m'avoir permis de délivrer mes messages, multiples messages. Merci à vous. Comme j'ai l'habitude de le dire aux acteurs culturels, faites de cette émission la vôtre. Ça veut dire alimentez-la comme vous voulez. Je le dis, je prends en témoin les auditeurs, je le dis à tous les acteurs culturels.
D'accord. En tout cas, il faudra me alimenter réinviter. l'émission comme vous voulez. Envoyez-nous des invités comme vous voulez. Exactement. C'est une émission pour soutenir les porteurs de projets artistiques. D'accord. Ben, je vous enverrai un peintre que j'aime beaucoup. Très bien. Voilà, par exemple. Son nom c'est Facello. Ok. Et pendant que j'étais au Nubiar, je l'ai beaucoup exposé. Je l'ai exposé pendant le Dakar. Ouais. Et vraiment, c'est un jeune très talentueux. D'accord. Et je vous enverrai aussi mes écrivains. C'est très bien. D'accord. Nous sommes preneurs. En tout cas, je reviendrai aussi parce que je n'ai pas dit tout ce que je devais dire. Ilo Guiabert, merci infiniment. Merci à Lune Job Djeredjef. Dans un instant, nous allons recevoir un jeune de la Médina, Malik Diouf, pour parler de Innovac, innovation, vacances.